Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Ngandajika dans la province de Lomami. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 2 septembre. Elle était longue, l'attente du prononcé depuis quelques heures maintenant. L'ancien ministre d'État, ministre de la Justice, connaît son sort. Constant Mutamba sera pour 3 ans ferme et pour 5 ans ne pourra concourir. La nationale numéro 4 en chantier depuis peu traverse plusieurs villes du nord à l'est du pays. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics est arrivé à Kisangani en mission d'inspection des travaux réalisés. 31% d'augmentation des recettes publiques enregistrées en 2024 par rapport à 2023. La Fédération des entreprises du Congo FEC fait un bilan économique très positif. Vous suivrez le rapport dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la RTNC. En nouvelle, renforcement de liens entre Kinshasa et Dodoma, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé ce mardi 2 septembre 2025 une audience à l'émissaire de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, portant un message spécial de son homologue, le ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine, Mahmoud Tabit, a été reçu à la Cité de l'Union africaine. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du raffermissement de coopération bilatérale entre Kinshasa et Tanzanie. Les images dans ce journal. Et en images, le président de la République a honoré hier, lundi 1er septembre, la mémoire de 2 hauts gradés des forces armées de la République démocratique du Congo lors d'une cérémonie de décoration à titre posthume, saluant leur dévouement et leur sacrifice pour la nation. Le lieutenant-général Chéri Mwami et le général de brigade Rugabisha, tombés armes à la main au nord et au sud Kivu, ont reçu au Palais du Peuple les hommages de toute la nation. Le premier d'entre les Congolais a déposé 2 gerbes de fleurs devant les dépouilles des officiers supérieurs. Regardez. Tombé sur le champ d'honneur, armes à la main en janvier et février 2025, dans la défense de l'intégrité territoriale du pays, le combattant Chirimwami Nkuba Peter, général-major, et Rugabisha Alexis, colonel, ont reçu ce lundi 1er septembre les honneurs de la nation entière à travers une cérémonie d'hommage organisée au Palais du Peuple. Entouré des chefs d'institution, des officiers généraux et des membres de famille, le couple présidentiel est venu s'incliner devant les dépouilles mortelles des illustres disparus. Les commandants suprêmes des FARDC, accompagnés de la distinguée première dame Denise Nyakero, ont eu de mots forts pour réconforter les familles éplorées. Pour les loyaux services rendus à la nation, le gouverneur militaire et général-major Peter Chirimwami et le colonel Alexis Rugabisha ont été élevés à titre posthume, respectivement au grade de lieutenant général et général de brigade. Ils sont également admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier pour le lieutenant général Peter Chirimwami, puis le grade de commandeur pour le général de brigade Rugabisha. La deuxième partie d'hommage a eu lieu au cimetière dédié aux militaires et dignitaires de la République appelé Repos du soldat. Dans une cérémonie solennelle empreinte d'émotion, le commandant de la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabi, a remercié le chef de l'État d'avoir offert un lieu de repos pour les personnes ayant servi la nation. Prenant la parole à cette circonstance, le chef de l'État a loué la bravoure de 2 officiers. Après cette cérémonie de prise de parole, les dépouilles mortelles de 2 officiers généraux ont été mises en terre.
L'épilogue du procès Constant Moutamba, c'était cet après-midi à la Cour de cassation. L'affaire qui avait été prise en délibéré depuis quelques jours par la composition a finalement donné verdict. L'ancien ministre d'État, ministre de la Justice, s'en sort avec 3 ans de prison ferme. Le résumé avec Edith Chala. Le verdict est tombé dans l'affaire qui opposait devant la Cour de cassation en premier et dernier ressort le ministère public au prévenu, ancien garde de Sceaux Constant Moutamba dans l'affaire de détournement de 19 millions de dollars destinés à la construction de la nouvelle prison de Kisangani. Constant Moutamba Tungunga est reconnu coupable de l'infraction de détournement de deniers publics et écope de 3 ans de prison ferme, peine principale, et de 5 ans d'inéligibilité, peine supplémentaire. La Cour a également ordonné la main levée de la saisie de la somme détournée et logée au compte de la société Zion Construction et son retour au compte du ministère de la Justice. Et la Cour a enfin condamné le dit prévenu au paiement des frais de justice. La Cour de cassation dira établi l'infraction du détournement de Constant Moutamba et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la main levée de la saisie, la restitution des 19 900 000 dollars américains et leur extourne dans le compte numéro 051-010 24 84 54 01-28 USD intitulé Ministère de la Justice V-C Frigao ouvert dans les livres de la banque et le condamnera également aux frais d'instance. Un arrêt abondamment motivé, avec description des faits et peine applicable, la Cour s'est montrée beaucoup plus clémente au regard du réquisitoire du procureur. Justice toujours, lutte contre la corruption, réforme du système judiciaire, conditions carcérales et administration de la justice dans les zones sous occupation, autant de sujets abordés par le ministre de tutelle Guillaume Gueffa alors qu'il recevait en audience le Conseil supérieur de la magistrature. On fait le point avec Anim Balaka. Le lundi 1er septembre 2025, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Gueffa a été reçu par le Conseil supérieur de la magistrature. Autour de la table des sujets majeurs pour l'avenir de la justice congolaise, la lutte contre la corruption, la situation des prisons et les cas des enfants en milieu carcéral, ainsi que la justice dans les zones sous occupation. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta, a rappelé les attentes des magistrats et insisté sur la nécessité d'une justice indépendante et crédible. Nous l'avons invité afin de le recevoir officiellement et de concrétiser la concertation, cette passerelle qui existe toujours entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif en passant par le ministère de la Justice. Le ministre d'État, quant à lui, a réaffirmé la volonté du gouvernement d'appuyer les travail de la magistrature et de garantir une justice plus proche du citoyen. Nous avons saisi cette opportunité pour réaffirmer notre volonté commune de continuer la concertation entre les judiciaires et l'exécutif à travers le ministre d'État, ministre de la Justice, pour l'intérêt de notre pays. Vous savez que le ministre de la Justice a la responsabilité d'appliquer la politique gouvernementale en matière de l'administration de justice et les judiciaires a la compétence de dire le droit. Cette séance de travail a marqué une étape supplémentaire dans la collaboration entre le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature pour faire de la justice un véritable pilier de paix et de développement. Tout à fait autre chose à présent pour mettre un terme aux tensions qui minent la gouvernance locale. Un atelier stratégique sur la stabilisation des institutions provinciales a ouvert ses portes ce mardi 2 septembre à Kinshasa. À travers ses assises, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, voit une réponse aux conflits fréquents entre exécutifs provinciaux et assemblées provinciales, souvent marqués par des motions de défiance à répétition. Boubouanan Mokondi. La stabilité dans les provinces passe par l'acte d'engagement qui sera signé au terme de cet atelier sur le mécanisme de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales convoqué par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani. Au cours de la 44e réunion ordinaire du Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, a exprimé sa volonté de voir les provinces retrouver la stabilité politique indispensable pour exécuter les programmes de développement
et contribuer à la cohésion sociale. Très indispensable surtout en cette période cruciale que traverse notre nation. Le participant a un seul devoir, celui d'identifier les sources des crises et aussi formuler des propositions concrètes pour consolider la gouvernance et poser les fondations d'un développement durable et paisible dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekmen Chabani, a mis l'accent sur la nécessité d'une maturité politique et d'un sens de l'État pour bâtir un Congo solide et tourné vers l'avenir. Ce que le président de la République et l'ensemble de notre peuple attendent de nous est assurer la stabilité institutionnelle dans les provinces afin que les gouverneurs et leurs équipes travaillent dans la sérénité. Améliorer les conditions de vie de nos populations, car c'est la finalité de toute action publique. Après les cérémoniales d'ouverture, les participants sont répartis en panels pour exploiter différentes thématiques. Et juste après cette cérémonie d'ouverture, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamoul, s'est exprimé au micro de nos reporters. On parle de mécanismes de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales. Et le ministère qui a en charge de l'Intérieur, par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a bien pris cette option de convoquer tous ces acteurs, comme je venais de le dire, cela sur instruction du chef de l'État. Et donc, aujourd'hui, nous en sommes à la première journée et nous avons assisté à des exposés, des experts sur différentes thématiques concourant toutes à la prise de conscience pour que plus jamais on soit dans les aléatoires, comme on dit, ou dans des irrégularités. En dehors de nos frontières, précisément en Belgique, à Bruxelles, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé la clôture du stage professionnel des élèves de la 9e promotion de l'ENA. On fait le point avec Nadine Kilocho, Cédric Enina et Moké Malouma. C'est à pied en toute simplicité que le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a fait son entrée ce lundi 1er septembre 2025 au prestigieux palais d'Egmont à Bruxelles, où il a présidé la double cérémonie de clôture des stages de professionnalisation des élèves de la 9e promotion de l'ENA et de validation du curriculum révisé de la formation initiale. La clôture de ces stages de professionnalisation ici à Bruxelles pour les élèves de la 9e promotion de Mamadou Ndala, est bien plus qu'un simple rituel académique. Elle symbolise la solidité d'un partenariat et la force d'une histoire partagée entre la République démocratique du Congo et les royaumes de Belgique. Sélectionnés sur base de la méritocratie, ces jeunes administrateurs de la promotion Général Mamadou Ndala incarnent la vision d'un rajeunissement qualitatif et compétitif de la fonction publique voulue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a tellement de choses, tout un tas de choses que nous avons appris et nous sommes prêts à ramener dans notre administration au pays pour justement faire avancer les choses. À l'issue de ce stage, je suis prêt à servir la République. Avec cette expérience, je crois que je pourrais revenir au pays et la mettre au profit de mon pays, au profit de l'administration de mon pays. Ces énarques sont désormais enrichis d'une expérience internationale saluée par les encadreurs belges et mieux outillés pour élever les défis de la réforme administrative. Ce n'est pas la première fois, mais à chaque fois nous avons bien sûr des échos très très positifs. Que c'est un enrichissement pour nous aussi. Pour eux, bien sûr, ils vont retourner avec une expérience, avec un réseau, avec des connaissances humaines et qui vont contribuer, bien sûr, dans leur carrière à l'administration congolaise. Revenons à Kinshasa pour vous parler de ce soutien à la gratuité de l'enseignement à l'école Saint-Kizito de Kingabois. Plusieurs centaines de bancs et de fournitures scolaires ont été remis à cet établissement de Limité. Un don de Martin Lukusapanou, autorité morale du RUCEP, acheminé par une délégation conduite par le secrétaire général du parti, Placide Moumaka. Rodépanda.
C'est un lot important de plus de 100 bancs, pupitres et autres fournitures de bureaux offerts à l'école Saint-Kizito située à Kingabwa, commune de Lumete, ciblée parmi les écoles à faible capacité d'accueil pour des places assises dans les salles de classe. Les locaux sans bancs vont être remplis avec ces dons qui viennent du Rassemblement pour les élites progressistes RUCEP. La délégation de tous les staffs dirigeants du RUCEP, conduite par le secrétaire général Placide Moumaka, accompagné d'autres cadres, est allée remettre cette logistique scolaire au nom de l'autorité morale du CEP, Martin Lukusa, déterminé à offrir un avenir radieux à cette jeunesse. C'est une façon d'emboîter les pas à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui est le champion de la gratuité de l'enseignement de base. Nous avons une vaste opération des bancs dans des locaux démunis pour livrer ces premiers lots de bancs, parce que c'est une vaste opération qui va continuer, et puis soutenir aussi la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État. Avec la guerre de l'Est, il faut qu'il y ait des bonnes volontés pour soutenir certaines actions du gouvernement. Véritable ouf de soulagement des principaux bénéficiaires. Vous nous avez donné les bons, après ça soit maintenant. Merci. En tant qu'élève, je tiens vraiment à remercier Papa Martin Lukusa pour ce geste. Ça nous fait vraiment droit au cœur. Les responsables de l'école ne pouvaient rester indifférents face à une telle générosité. La remise de bancs, nous remercions les gestes et nous demandons au Seigneur de bénir notre autorité morale, de penser toujours à la jeunesse. Aujourd'hui, le choix est tombé sur l'épée Kizito. La liste est encore longue. Fini les trajets stressants pour les élèves de Kinshasa. Tak Kelasi du Trans Academia Transport Scolaire vient de soulager les parents. Un tout nouveau mode de transport qui met fin à l'angoisse quotidienne liée à l'insécurité routière due à un manque de moyens de transport. Dès la rentrée, les élèves de Kinshasa ont découvert cette nouveauté. Rikinzuzelo et Mayoel. Une rentrée des classes effective en République démocratique du Congo. Et avec un sourire et enthousiasme, les élèves abonnés au service des transports scolaires Tak Kelasi ont repris leur chemin de l'école ce 1er septembre 2025. Sur toutes les lignes disponibles de la capitale, les bus bleus ont sillonné la ville dès les premières heures de la matinée. Particularité de ces premiers jours de rentrée, certains parents ont accompagné leurs enfants à bord pour partager l'expérience et constater le professionnalisme des encadreurs et des chauffeurs. Une satisfaction qui rejoint la volonté de la direction générale des Trans Academia Tak Kelasi, représentée ici par Georges Ongelo Dangawamumbu, directeur général. Offrir un service de qualité fiable et sécurité aux familles. Nous garantissons la quiétude des parents en sécurisant leurs enfants dans nos bus. Et déjà avec notre offre des SMS de notification ou encore SMS d'alerte, lorsque un parent souscrit à cette offre, il a droit à 2 SMS la journée. C'est-à-dire le matin, lorsque nous embarquons son enfant, nous scannons sa carte, les parents vont automatiquement recevoir l'SMS lui signifiant que l'enfant vient de prendre le bus. Et à midi, lorsque nous récupérons l'enfant de l'école, nous scannons encore à nouveau sa carte et les parents recevront encore une fois de plus un autre SMS lui signifiant que l'enfant vient d'être récupéré de l'école. Lancé en décembre 2023, Tak Kelasi s'est imposé comme un service de référence pour le transport scolaire. Chaque jour, il assure le déplacement des élèves de leur domicile vers leur école en toute sécurité. Une innovation qui marque également la différence. Les abonnements se règlent via une application numérique développée par le service informatique des Academia, facilitant ainsi la gestion pour les parents. Le cadastre minier a remis officiellement 7 certificats de recherche digitalisés américaine Kabold Metals. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, marquant une avancée dans la modernisation du secteur minier congolais. Cédric Enina. La remise officielle de 7 certificat de recherche digitalisée à la société américaine Kabold Metals. Cet acte scelle un partenariat stratégique visant à valoriser l'arrivée des investissements américains dans les secteurs miniers congolais et illustre la volonté manifeste de 2 pays de développer un partenariat économique privilégié, notamment dans le domaine minier. Au-delà des activités d'exploration,
rendu possible grâce à l'utilisation des technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle, Cobalt Metal s'engage également à investir dans la numérisation des données géologiques nationales en partenariat avec les services géologiques nationaux et les cadastres miniers. Un autre volet majeur de cet engagement concerne le développement du projet des roches dures de Manono, situé dans la province du Tanganyika. Lors de son intervention, Benjamin Katabuka, directeur général de Cobalt Metal en RDC, a souligné la volonté de l'entreprise de contribuer directement au développement socio-économique du pays. Pour sa part, le ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba, a réaffirmé la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de promouvoir une exploitation minière responsable, innovante, créatrice de richesses et fondée sur la bonne gouvernance. Dans un autre chapitre, le ministre des Mines a réuni les chefs des corps pour de nouvelles orientations, s'inscrivant évidemment dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi d'un secteur minier diversifié, moteur du développement. Et dans les mines, il faut former pour mieux valoriser les ressources de sol congolais. Le centre d'expertise, d'évaluation et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses a procédé à la remise de brevets à une nouvelle vague des jeunes agents fraîchement formés aux techniques avancées de tri, de taillerie du diamant et de pierres de couleur, fruit d'un partenariat stratégique avec la réputée école GRD de Dubaï. Cette formation de haut niveau vise à doter le CEC d'experts capables de répondre aux standards internationaux dans le secteur minier. Nadine Fotouka. Ce jeune agent du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales ont renforcé leur capacité en matière de tri, de taillerie de diamants et de pierres de couleur. En appuyant cette formation aux Émirats arabes de Dubaï, le CEC entend concrétiser l'ambition du chef de l'État de transformer la richesse minière du pays en un véritable moteur de développement, comme l'a reconnu le directeur général du CEC, Freddy Mwamba Koniku. Les résultats sont remarquables. Nos agents ont démontré leur capacité à intégrer les standards internationaux, à manipuler les outils techniques avec précision et à produire des évaluations fiables et rigoureuses. Ils sont désormais prêts à contribuer activement à l'approvisionnement du diamant brut. Je salue leur engagement, leur discipline et leur professionnalisme. Ils incarnent l'excellence que nous visons lorsque nous investissons dans le capital humain avec conviction. Notre institution s'est engagée dans un processus de transformation durable. La formation que nous clôturons aujourd'hui en partenariat avec l'école HRD Dubaï, s'inscrit dans cette dynamique. L'ambassadeur de la RDC aux Émirats arabes salue l'initiative de cette formation. La formation en tri du diamant brut que nous célébrons aujourd'hui répond à un besoin urgent de la RDC, celui de disposer de personnel hautement qualifié pour encadrer, garantir la traçabilité et assurer la conformité de nos diamants. Le CEC vient ainsi de démontrer que la transformation du secteur minier congolais est devenue une réalité. Et après Kinshasa, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a posé ses valises à Kisangani dans la province de la Chopo. Il a entamé ce mardi une tournée d'inspection de plusieurs chantiers, notamment ceux liés à la réhabilitation et à la modernisation de la route numéro 4 et Sébretel. Oscar Mbalkaïs, rendu par Eric Abamba. Fidèle à son approche des terrains, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, a lancé ce mardi une tournée d'inspection sur la route nationale numéro 4, axe stratégique reliant Kisangani au Grand Kivu en passant par les Touris et les Haut-Touélé. Le premier arrêt s'est effectué au PK17 plus 67 où le ministre a suivi la construction d'un dallo cadre de 4 x 4 mètres accompagné d'un canal d'évacuation doublé pour résister aux crues.
L'inspection s'est poursuivie au pont Kangenge, démoli il y a un mois pour la reconstruction, puis au PK19 et sur le pont Bachebo où les travaux progressent difficilement en raison de la mise en place de la base vie. Choqués, révoltés et indignés des lenteurs observées dans plusieurs chantiers et aussi des conditions de travail, le ministre des Infrastructures a interpellé le partenaire chinois. Nous sommes sur la route nationale numéro 4. Il y a des travaux qui sont en cours, mais il y a évidemment beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés. Il y a des difficultés techniques, il y a aussi des difficultés de respect de nos partenaires. Nous allons s'est achevé à l'usine de concassage du PK33 qui fournit les granulats pour la réhabilitation de la RN4. John Banzalunda a annoncé la convocation d'une réunion extraordinaire à Kinshasa afin d'accélérer le projet. Cette descente illustre la volonté ferme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de doter les pays d'infrastructures modernes et traduit l'engagement du gouvernement conduit par la première ministre Judith Suminwa à conjuguer le développement économique et respect du bien-être des travailleurs. Et le lourd fardeau de la dette continue de freiner les ambitions de développement du continent africain. Face à cette réalité, une nouvelle génération des jeunes leaders africains élèvent leur voix pour réclamer l'effacement pur et simple de cette dette qu'ils jugent injuste et étouffante. C'est dans cet élan qu'une marche symbolique a été organisée à Accra, au Ghana. Des jeunes venus de plusieurs pays africains ont battu le pavé pour lancer un plaidoyer fort, libérer l'Afrique de ses chaînes financières pour ouvrir la voie à un développement durable. La République démocratique du Congo a été représentée par la députée nationale élue de Moamba, Hermione Boulumbi. Regardez. Deux images, deux époques, une même ville et une même vision. Si en 1958, Patrice Emery Lumumba prenait part à la conférence d'Accra pour l'indépendance des pays africains, en 2025, Hermione Boulumbi a participé à une marche de protestation à Accra afin de libérer l'Afrique du poids écrasant de la dette. Les rues de la capitale ghanéenne ont donc vécu un événement historique. Sur les banderoles, un message aussi percutant que révélateur du combat de ces jeunes parlementaires africains. We don't owe, we don't pay. Nous ne devons rien, nous ne payerons pas. Et parmi les jeunes leaders africains initiateurs de ce mouvement qui militent pour l'effacement de la dette, véritable boulot d'étranglement pour le développement du continent berceau de l'humanité, la députée nationale Hermione Boulumbi Bakando. Trop c'est trop, crie haut et fort l'élu de Moamba. On réclame justice pour les Africains. On ne paiera aucune dette parce qu'il n'a jamais existé. Il est temps que les Africains vivent mieux. Et ils le savent que nous pouvons vivre avec nos richesses. Trop c'est trop, on en a marre. Il est temps que la justice soit faite. Il est temps que les Africains vivent avec leurs richesses. Trop c'est trop, on est fatigué, on ne paiera rien. Bien qu'au Ghana, sur les pas de Patrice Emery Lumumba afin d'obtenir la libération de toute l'Afrique, le cœur d'Hermione Boulumbi, lui, bat à Kinshasa. Il vient d'accomplir un devoir républicain et poser un geste de transparence en déclarant officiellement son patrimoine devant la Cour constitutionnelle. Le ministre délégué près le ministre de la Défense nationale, Elésiane Tamboué, s'est rendu à la Cour constitutionnelle. Serge Mata. C'est pour se conformer à la loi qui donne 30 jours à tous les membres du gouvernement de déclarer leurs biens que les ministres délégués, près les ministres de la Défense nationale, en charge des anciens combattants, et les Tamboué, a foulé ses pieds ces jours au bâtiment de la Cour constitutionnelle, reçu par les greffiers de cette Cour. Les ministres délégués et son avocat conseil, Nicolas Ouemankoy, ont déposé en bonne et due forme sa déclaration avant de répondre aux questions des journalistes. Nous sommes venus nous conformer à la loi, parce que la loi avec un délai de 30 jours que chaque membre nommé au sein du gouvernement puisse faire la déclaration de ses biens. Voilà pourquoi on a estimé nécessaire de nous conformer en tant que légaliste, venir nous conformer à cette obligation légale ici à la Cour constitutionnelle. C'est donc dans une bonne atmosphère qu'il a quitté ce lieu après avoir accompli ses devoirs citoyens.
Un peu plus tôt, son arrivée à la Cour constitutionnelle, les ministres délégués près les ministres de la Défense nationale et anciens combattants et les aides Tamboué s'étaient rendus à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, question de rendre les derniers hommages au général des brigades de FARDC, Jean-de-Dieu Amissi Tchomba, décédé il y a peu. Et des interventions chirurgicales gratuites de la cataracte ont été réalisées au profit des dépendants des militaires ainsi que de plusieurs civils congolais. Cette opération humanitaire a été menée par une équipe des médecins ophtalmologues venus de l'Espagne avec le soutien de l'association des femmes des épouses des militaires et policiers dirigée par Madame Georgette Faïla Ondekane. Yvette Makontima. Dans un élan de solidarité sanitaire, la capitale Kinshasa a été témoin d'une campagne médicale de grande envergure. Pendant 5 jours, 400 patients souffrant des cataractes ont retrouvé la vue grâce à des opérations gratuites réalisées par deux médecins espagnols de la Fondation Baraké venus expressément pour cette mission humanitaire. Une action salutaire portée par l'Association des épouses des militaires et policiers AEMP sous la conduite de Georgette Faïla Ondekane avec l'appui du réseau Babel International dirigé en partenariat avec les centres hospitaliers Moncolé. Les bénéficiaires, majoritairement des dépendants d'hommes en uniforme, ont ainsi bénéficié de soins spécialisés dans un contexte où l'accès à la santé visuelle reste un défi pour bon nombre de Congolais. Je n'avais pas de moyens pour me débarrasser de cette cataracte. Et ce, à travers cette grande dame que j'ai été prise en charge. Maman, que Dieu vous bénisse. Notre mission, c'est opérer plus le maximum. Donc ici, il y a beaucoup de cataractes. Une initiative qui s'inscrit pleinement dans la droite ligne de la vision de la couverture santé universelle voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au-delà des chiffres, c'est un véritable message d'espoir et de fraternité qui a été envoyé à travers cette campagne, redonnant non seulement la vue, mais aussi les sourires à des centaines de familles. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, l'économie congolaise a affiché une bonne performance en 2024. C'est ce que révèle le rapport annuel publié ce mardi par la Fédération des entreprises du Congo. Les finances publiques ont connu une hausse de 31% par rapport à 2024, atteignant plus de 26 milliards de francs congolais. Quant au taux de change, la dépréciation du franc congolais a été modérée, passant de 22,4% en 2023 à 6,2% en 2024. Eric Abamba, Abdul Bongo et Didier Sefou. L'économie congolaise a affiché une croissance notable en 2024, selon le dernier rapport annuel publié ce jour par la Fédération des entreprises du Congo. Un bilan jugé satisfaisant au vu des indicateurs macroéconomiques présentés. Les finances publiques ont enregistré une hausse de 31% par rapport à 2023, atteignant plus de 26 milliards de francs congolais. De son côté, l'inflation a connu une baisse significative, passant de 23% en 2023 à 11,7% en 2024. Autre donnée positive, les réserves d'échange ont dépassé les 6 milliards de dollars américains à la fin de l'année 2024. Concernant les taux d'échange, la dépréciation du franc congolais a été contenue à 6,2% en 2024 contre 22,4% l'année précédente, signe d'une relative stabilité monétaire. Ces résultats traduisent, selon le président de la FEC, Robert Malumba, une politique monétaire rigoureuse combinée à une meilleure coordination avec la politique budgétaire. Nous devons promouvoir la solidarité économique et financière. Nos ressources doivent être mieux mobilisées et équilibrément réparties afin de garantir une fédération robuste, capable de soutenir efficacement ses membres et de financer des projets structurants dans toutes les provinces. Ce bilan a aussi réjoui plusieurs autres membres de la FEC. Vous avez bien vu que les chiffres commencent à s'améliorer et que le message d'espoir, le message de la projection que nous voulons de notre économie est bien donné. Parmi les principaux freins évoqués figure une fiscalité lourde et complexe, la multiplicité de taxes ainsi que des procédures administratives lentes et peu transparentes. Et cette page noire, vous le savez, le monde académique qui est en deuil, l'UNICI qui est en deuil, le professeur Paul Malembe Tamandiak
fondateur de l'ISTI devenu UNISIC, a tiré sa révérence depuis hier, lundi 1er septembre, aux cliniques universitaires de Kinshasa. Malembe Tamandiak Tridoc est l'une des figures de proue de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. À 88 ans, il laisse derrière lui un héritage académique inestimable. Les obsèques du professeur émérite l'UNISIC a entamé les préparatifs. C'est dans cette optique qu'une délégation de cet alma mater a échangé avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katemboué. Vous le saurez dans nos prochaines éditions. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez.